Bah oui, on est avec notre invité d'aujourd'hui, Jean-Philippe, pour notre première ensemble en direct. Bienvenue, Jean-Philippe. Merci beaucoup. Comment ça va aujourd'hui? En pleine forme. On a un sujet très 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 intéressant aujourd'hui. On parle de procès d'animaux au Moyen-Âge. Quelque chose d'assez spécial quand même. Oui, j'ai pensé, on vient de passer le poisson d'avril, le 1er avril, donc je me suis dit, au lieu de faire, dans le fond, une blague qui a l'air vraie, on va parler de quelque chose qui est vrai, qui a l'air d'une blague, et donc d'un phénomène assez curieux et bizarre pour les contemporains que nous sommes, les procès d'animaux. Mais effectivement, c'était une pratique très courante. On jugeait les animaux pour des crimes, et il y avait une procédure judiciaire pour ça. Exactement. Je pense que tu m'as briefé un peu de ça lors d'une petite conversation à l'USB, et j'ai beaucoup rigolé parce que c'était quelque chose auquel je m'attendais vraiment pas. Et là, on se demande pourquoi est-ce qu'on parle de procès d'animaux au Moyen Âge? Pourquoi est-ce qu'on les jugeait? Donc, essentiellement, ça va se faire entre le 13e siècle et le 16e siècle. Ça, c'est vraiment la grande période. Ça va disparaître tranquillement au cours du 17e siècle. Il va en avoir quelques-uns au 18e siècle. Et le dernier procès d'animaux a lieu en France en 1845. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la période pour les procès d'animaux. Très intéressant. Là, on est précis maintenant dans quelle époque de l'histoire on se trouve. C'est pas quelque chose qui va se passer dans 2 mois. Non, on espère. On espère en tout cas. Mais en plus de ça, pourquoi est-ce qu'il y aurait des procès? Qu'est-ce qui pousserait des personnes à juger des animaux, justement? Il y a 3 raisons, en fait. Donc, on est au Moyen-Âge, c'est une époque hyper religieuse, notamment avec le christianisme, là, la foi chrétienne embrasse tous les aspects de la vie. Et il y a une référence dans l'Ancien Testament qui dit que si un bœuf écorne une femme et un enfant, il sera lapidé, sa chair ne sera pas mangée, et le propriétaire sera épargné. Donc c'est écrit dans la Bible, donc on se dit wow. C'est un message, là, il faut l'appliquer. Il y a aussi l'idée que les animaux sont considérés avoir une âme, et donc ils sont tenus responsables de leur acte. Et en même temps, les procès d'animaux, ce que ça permet, c'est que ça montre que personne ne peut échapper à la justice. La justice peut juger tous ceux qui sont coupables d'un crime, et il n'y a pas d'exception, même pour les animaux. Wow. Et donc, ça veut dire que même les animaux étaient responsables de leurs actes. Là, on dépasse le cadre parce que on dit qu'ils ont une âme, mais là, on limite, on dit qu'ils ont une conscience, comme s'ils étaient assez intelligents pour juger et savoir ce qu'ils faisaient à l'époque, techniquement. Ce sont des créatures de Dieu, comme les humains, et donc, ils sont responsables de leur acte, et si on commet un crime, ils doivent être jugés. C'est incroyable. Ils sont passibles de sanctions. Absolument, absolument. Ça, c'est quand même incroyable, mais c'est très intéressant. C'est totalement vrai quand tu disais que c'est vrai, mais que ça avait l'air d'être un peu comme une blague. Mais oui, c'est totalement vrai, donc c'est délirant. Très, très délirant. Aussi, on se demanderait justement quels étaient les types de procès ou quels étaient les types de sanctions, parce que quand on juge quelqu'un ou quand on juge quelque chose, il y a bien des sanctions à la fin. Oui, pour commencer, il y a 3 types de procès. Faut comprendre, il y a des procès civils qui sont organisés qui sont faits par le représentant de l'État, par un magistrat, et il y a des procès religieux en général qui sont prononcés par la figure de l'autorité religieuse, en général l'évêque. Pour les procès civils, tout d'abord, il y a les procès reliés à un accident. En général, ça implique un chien, un cheval, mais surtout le cochon. 90% des procès, c'est le cochon, qui est la base de l'alimentation des paysans. Et donc, les cochons sont très abondants. Et ils se promènent librement. Ils vont errer dans les campagnes parce qu'ils ont une fonction d'éboueur. Un cochon mange de tout, donc il fait disparaître les déchets. Et donc, il y a beaucoup de rencontres avec les humains, et des fois, ça tourne mal. Un cochon peut blesser, quelqu'un peut tuer. Souvent, dans un accident, ça pouvait être un enfant. Il peut saccager les récoltes, il peut voler. Et donc, c'est le cochon
qui est sujet à des poursuites judiciaires. Désolé de t'interrompre, j'ai une question un peu folle. Un cochon frappe un enfant et puis l'enfant malheureusement décède. Comment est-ce qu'on reconnaît ce cochon-là devant plusieurs autres cochons? Parce qu'il y a plusieurs autres cochons, ils n'ont pas de vêtements. Ça doit être assez compliqué quand même. Le cochon se promène, mais c'est justement qu'on va être devant le procès, il faut des témoins. Donc, il va y avoir des témoins qui vont... identifier le cochon. Voilà, exactement. Wow. Ok, d'accord, je te laisse continuer. Donc, deuxième procès, ce sont les animaux nuisibles. Donc, les animaux qui sont... et là, on est dans une société agraire, une société paysanne. En général, les animaux qui sont nuisibles pour la survie de la paysannerie, notamment pour les récoltes. Donc, dans ça, on a les sangsues, les limaces, les chenilles, les sauterelles, les rongeurs, ils ont même les animaux marins là dans les océans. Donc, ça, c'est des procès pour des animaux qui sont caractérisés comme nuisibles. Ils sont dangereux pour la viabilité de la société humaine. Et finalement, le troisième procès, qui semble assez courant, aussi surprenant que cela peut être, c'est les procès de bestialité. Aujourd'hui, on appellerait ça la zoophilie. Donc, c'est quand un propriétaire d'animal avait eu... Désolé. Oui. Vous pouvez y aller. OK. Avait eu une relation avec sa bête. Et donc, dans ce cas-là, ça entraînait la mort des deux parties, même s'il n'y avait pas eu le consentement de la bête, parce qu'on considérait que la bête avait été quand même marquée du sceau du péché, et que si un passant venait à rencontrer la bête, il serait tenté par le péché. Donc, pour éliminer le péché complètement, la bête devait mourir même si elle n'avait pas été consentante au rapport intime avec son propriétaire. C'est assez incroyable. Et puis James Olivier, je pense que je suis pas le seul justement à être à la fois choqué et puis en même temps amusé de cette nouvelle. On sait pas si on doit avoir de la compassion, être scandalisé ou rire. C'est parce que bon, ça s'est mal terminé évidemment pour les bêtes, mais aussi pour comme on va le voir pour les humains aussi là. Donc c'est une justice qui était assez expéditive là. Exactement, très très expéditive. James Olivier, est-ce que tu as une question par rapport à ça ou une Moi j'ai juste pensé à mon enfance parce que là j'ai grandi à la campagne où les gens faisaient de l'élevage et de l'agriculture et puis quand un cabri par exemple, une chèvre s'introduit dans un jardin, donc le propriétaire a le droit de tuer ce cabri là. Est-ce qu'il a le droit de le manger aussi? Oui, il a le droit de tuer. On va prier pour qu'il rentre. Mais tuer, il prend la tête et la tête est 3 pieds, je crois. La tête est 3 pieds. Et c'était ça la loi. Donc, si tu as une chèvre et puis ta chèvre s'introduit dans un jardin comme ça, le propriétaire du jardin a le droit de tuer la chèvre et de prendre la tête et 3 pieds. Pourquoi pas les 4? Je ne sais pas. Mais j'ai grandi comme ça. Waouh. Ouais. Assez incroyable. Mais on va voir un peu plus loin dans les procès, il y a toute la question de la responsabilité du propriétaire de la bête, tout ça. Peut-être c'est sa négligence, donc il n'a pas pu maintenir sa bête, donc il a payé les conséquences, peut-être. Exactement. En tout cas, James Olivier, merci d'avoir toi aussi apporté ta goutte d'eau justement à notre dose de ambivalence dans comment est-ce qu'on doit se sentir, parce que après le procès des animaux et les maîtres et maintenant les 3 pieds et la tête, bon maintenant je sais pas trop, on a perdu le côté un peu drôle, on est plus dans le côté un peu avoir peur maintenant. Mais Jean-Philippe, on a quelque chose d'autre que tu as prévu pour nos auditeurs avant que tu aies terminé, si tu as déjà terminé, ou tu as un autre point que tu aimerais aborder justement, je pense. Ben, il y a Oui, exactement. Désolé. Il y a encore d'autres points. Il y a les procès. Il y avait des procès religieux. Est-ce qu'il y avait des procès religieux? Oui, exactement. Parce que le deuxième type de procès dont j'ai parlé,
les animaux nuisibles, ça pose un problème parce que les animaux nuisibles sont assez durs à appréhender. Un cochon, on peut l'arrêter et l'incarcérer en attente de son procès, mais les limaces, les sangsues, les rongeurs, les sauterelles, c'est un petit peu plus compliqué. À l'époque, la justice médiévale est assez compréhensive. Elle comprend que ces animaux-là ont besoin de se nourrir. Donc, on leur ordonnait par une déclaration publique d'aller se nourrir ailleurs. S'ils refusaient d'obéir, là, ils étaient déclarés animaux ravageurs, donc animaux de Satan. Et là, un exorcisme était pratiqué sur eux. Et si ça ne fonctionnait pas, si on les considérait comme possédés, et s'ils continuaient leurs activités, bien là, la sanction était assez terrible. Ils étaient excommuniés, c'est-à-dire ils étaient mis au banc de l'Église, ils étaient exclus de la communauté religieuse, et ça équivalait à une mort sociale. Juste un exemple, en 1120, l'évêque de Laon a excommunié les mulots, les chenilles. Et l'année suivante, il a excommunié les mouches. Wow. Donc, bon, je sais pas si tous ces insectes-là étaient très préoccupés par le fait d'être exclus de l'Église catholique, mais ça s'est fait. Il y a eu des actes d'excommunication contre ces charmantes petites bêtes. C'est quand même assez incroyable. Et donc, on se demande aussi comment ça se déroulait un procès d'animal. C'est quoi la logique, le procédé pour ça? En fait, c'est la même chose. L'animal est appréhendé. Il est incarcéré en attente de son procès. Ensuite, convoqué devant un juge qui lit l'acte d'accusation. Il y a des témoins qui sont interrogés. Le juge prononce la sentence et si l'animal est reconnu coupable, il est amené à un lieu d'exécution. Donc, les sanctions pouvaient être la pendaison, le bûcher. Et s'il y avait des circonstances atténuantes, bien là, c'était la strangulation. On étranglait, ce qui est vu comme une mesure plus douce. Et donc, on faisait venir un bourreau. Ça coûtait quand même très cher. Et le bourreau, c'était le même que celui qui s'occupait des humains. Et donc, le bourreau était chargé de l'exécution qui avait lieu sur la place publique, là, devant la foule du village ou de la localité. Donc, c'est exactement le même processus que les humains. Et les animaux avaient aussi leurs avocats. Il y avait des avocats attitrés pour défendre le droit de leurs clients, j'imagine. Donc, Je pense que si je pouvais faire un saut dans le passé, j'irais juste regarder un procès pour pouvoir rire, mais bon, j'allais me cacher un peu parce que si je ris, on aurait pu me juger, mais bon, je me cacherais certainement. Alors, ils ont des avocats, mais je suppose qu'ils avaient aussi des propriétaires. Alors, comment ça se passe par rapport au propriétaire de l'animal? Bon, le propriétaire, parce qu'on a vu dans la Bible, le propriétaire n'est pas condamné, donc on posait la question au propriétaire, et là, le propriétaire, fallait pas qu'il se trompe, qu'il se mélange. Donc, on lui demandait s'il connaissait le vice de l'animal. Donc, s'il avouait connaître le vice, il partageait son sort, d'où l'importance de ne pas se tromper dans la réponse. S'il disait ignorer le vice, il était acquitté. Mais là, il devait payer une lourde amende. Il y avait une seule exception, c'était la bestialité. Avoir des rapports avec sa bête, ça, vous étiez condamné, il n'y avait aucune chance que vous pouviez vous en sortir. Et en général, vous étiez brûlé vif avec la bête. Et ça pouvait être aussi pour une simple tentative. Si on vous accusait d'avoir eu une tentative avec la bête, c'était suffisant pour vous faire condamner à mort. Wow. Et donc, quand il y avait une exécution d'animal, le propriétaire et la famille de la victime devaient assister à l'exécution. Et le propriétaire devait supporter les frais de l'exécution, notamment le salaire du bourreau, ce qui coûtait très cher. Donc, le propriétaire n'était pas inquiété s'il ne connaissait pas le vice de l'animal, mais il devait supporter les coûts, devait payer une amende et ainsi de suite. On se demande donc alors comment est-ce que ça a pris fin, tous ces procès d'animaux? C'est surtout au 17e siècle, avec le début de la raison, le début de la méthode scientifique, notamment avec Descartes, où on se base sur l'observation, l'expérimentation, et notamment René Descartes, qui est un grand philosophe français, un scientifique aussi, va arriver avec l'idée que l'animal est la propriété de l'humain
il est à son service, il est domestiqué par l'humain, il ne peut pas être tenu responsable de soi-disant crimes. Et donc, à partir de ce moment-là, on cesse les procès d'animaux. Et avec le temps, notamment au 20e siècle, on va considérer que l'animal est lié à l'humain par une sorte de contrat social. Et l'humain a des responsabilités, notamment la dignité de l'animal et éviter un traitement cruel. Donc, c'est ce qui va mener au mouvement pro-animal. Et donc, à partir du 17e siècle, on voit un déclin des procès d'animaux. Il y en a presque plus au 18e siècle. Donc, c'est vraiment lié avec l'émergence de la science puis la rationalité là, de la pensée, là, notamment les philosophies des Lumières. Exactement, dont René Descartes, qui est le célèbre émetteur de cette citation, je pense donc je suis, voilà. Cogito ergo sum. Si c'est bien ça. Exactement. J'espère que exactement. Je me et donc lui, dans ses observations, lui, il se base vraiment sur la raison et il trouve que ça n'a pas de sens avec raison. Là. Aujourd'hui, on sait que ça n'a pas de sens, mais à l'époque, justement, c'était encore nouveau par rapport à ça. Mais ça va durer au moins 300 ans. Exactement. Ça amène justement à poser la dernière question, qui est de savoir quel a été l'un des derniers procès d'animaux, justement. C'est un peu comique sans l'être parce que toute cette émission-là aujourd'hui est un petit peu tragicomique. Et donc, c'est pendant la Révolution française, il y a un couple qui ont un perroquet et ce perroquet-là a appris à dire tout le temps « Vive le roi ». Et donc, c'est pendant la Révolution française. Le couple va être arrêté par le tribunal révolutionnaire. Ils sont accusés d'activités contre-révolutionnaires et ils vont être reconnus coupables et guillotinés sur la place publique à Paris. Le perroquet va avoir plus de chance. On le considère qu'il peut être réhabilité. Et donc, le tribunal confie le perroquet à la citoyenne Lebon, qui va être chargée de lui apprendre à réciter « Vive la nation, vive la République ». Et c'est ainsi qu'on termine notre très très belle chronique d'aujourd'hui, voyage au cours de l'histoire. Et ça, c'est franchement un très très beau voyage que si j'avais l'opportunité de remonter dans l'histoire, j'aurais essayé de faire. Et voir ça de mes propres yeux, j'aurais tellement rigolé. Mais bon, peut-être que j'aurais pas aussi parce qu'on aurait pu... Il y avait des bourreaux à l'époque, donc fallait faire très attention. Merci beaucoup Jean-Philippe, c'était très intéressant de t'avoir avec nous. Enfin, pour terminer, je pense que tu as quelque chose d'assez intéressant. Oui, pour s'amuser un peu, c'est la chanson thème de Saturnin, qui était une émission pour enfants qui mettait en scène de vrais animaux. Donc, c'est très loin de la lourdeur de notre propos, mais on peut s'amuser avec ça. Et donc, merci beaucoup Jean-Philippe. Je pense qu'on va laisser nos auditeurs écouter cette très très belle musique ou ce petit jingle, justement. Et puis, on se retrouvera dans la suite de notre émission d'aujourd'hui.